J'ai longtemps été fasciné par le cinéma de science-fiction soviétique. Je voulais en voir, mais c'était presque impossible. Tout ce qu'on avait, c'était des descriptions à gauche puis à droite, des photos des fois. Puis maintenant, à notre époque où on a la chance, comme amateur de films de science-fiction, de pouvoir regarder ces films-là, ce dont je me rends compte, entre autres, c'est à quel point non seulement le cinéma de science-fiction soviétique est différent de l'image mentale que j'en avais, mais comment ces films-là nous révèlent à quel point la société soviétique elle-même était différente de ce que moi je croyais. Puis c'est intéressant aussi parce qu'elle est différente de ce qu'elle dit qu'elle est. Puis je vais revenir sur tout ça tantôt parce que notre film d'aujourd'hui, évidemment, c'est un film de science-fiction soviétique, un des derniers qu'ils ont produit. Le film s'appelle Zérograd, c'est un excellent, excellent film. C'est sorti en 88-89, donc 2 ou 3 ans avant la chute définitive du régime. Puis beaucoup de gens ont lu ce film-là comme une sorte d'allégorie subversive sur la fin de l'URSS. Mais évidemment, quand un commentateur occidental regarde un film comme ça, c'est soit toujours le commentaire par défaut, c'est toujours c'est un film de propagande ou c'est une allégorie subversive. Puis ce dont on se rend compte en les regardant, c'est que c'est très rarement ça, c'est autre chose qui se passe là-dedans. Puis en réflexion, je vais revenir là-dessus parce que ça nous éclaire énormément sur la société dans laquelle nous on vit. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a un ingénieur tout à fait banal. Et il a été envoyé là par ses patrons à Moscou parce que cette ville-là, qui est Zérograd, où il arrive, fabrique un climatiseur. Okay? Et ça fait des mois et des mois qu'ils essayent de faire changer une pièce sur le climatiseur. La taille du panneau arrière n'est pas tout à fait appropriée aux paramètres dont eux ont besoin pour leur système d'aération. C'est ce niveau-là, à de multiples reprises. Mais le patron, notre ingénieur de Moscou, a essayé de contacter les gens de Zérograd pour qu'ils changent les plans de leur climatiseur, mais il n'y a rien à faire. Puis finalement, l'ingénieur-chef de Zérograd a dit, envoyez-nous un gars, il faut absolument que vous nous envoyiez un gars sur place, on va arranger ça sur place, ne vous inquiétez pas. Puis c'est notre héros moustachu qui est envoyé pour cette mission-là. Mais ce dont il se rend compte très rapidement, ça fait des mois que son voyage est prévu, mais personne n'a entendu parler de lui, il y a des systèmes de sécurité, il n'y a pas les papiers, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a rien ne fonctionne. Puis le patron de l'usine n'a jamais entendu parler de lui. Le patron appelle et se rend compte que l'ingénieur-chef est mort depuis des mois. Personne ne sait rien, personne ne comprend rien. Puis pendant ce temps-là, quand notre héros est rentré dans le bureau, il a remarqué que la secrétaire du patron est tout nue, complètement tout nue, mais comme si de rien n'était, elle est tout nue en train de taper comme ça. Notre ingénieur, un peu gêné, mentionne ça au chef de l'usine, puis il dit « Ah oui, vraiment? » Puis là, il va voir, puis là, il revient, puis « Ah, c'est pourtant vrai. » Le chef de l'usine dit à l'ingénieur « Faites-vous-en pas, tout ça va être réglé très rapidement, mais... on devine bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis, très, très, très rapidement, notre ingénieur se trouve mélangé à une série d'histoires de plus en plus farfelues, absurdes, encore une fois, plutôt surréalistes. Entre autres, une histoire de meurtre, peut-être suicide, peut-être meurtre, complètement saugrenu. Il va se trouver à être plus ou moins prisonnier de cette ville-là, essayer de sortir, mais sans jamais pouvoir... les taxis refusent de quitter les frontières de la ville, le train passe plus essentiellement, c'est impossible d'acheter des billets, etc., etc. Puis l'ingénieur se trouve contraint à s'immiscer complètement malgré lui dans la vie quotidienne, puis les différentes sortes d'intrigues, puis de complots, si on veut, qu'il y a dans la ville. Puis ça n'intéresse pas du tout ce qu'il veut, c'est partir, mais ça n'a pas l'air d'être possible. Fait que la grande question, c'est est-ce qu'il va réussir à quitter ce climat cauchemardesque qui est complètement surréaliste, ou est-ce qu'il est condamné à passer le restant de ses jours à Zérograd? Donc en gros, c'est ça. Puis pourquoi c'est bon? Première raison, c'est drôle, c'est intelligent, c'est super bien tourné,
puis c'est hyper créatif. Donc je mets tout ça dans la même catégorie, première raison, parce que ce qu'on a, c'est essentiellement un film qui est du niveau créatif de Buñuel, Terry Gilliam, j'ai mentionné... j'oublie son nom, là, mais le gars qui a réalisé Golem, puis War of the Worlds, Next Century, etc. Bon, c'est ce niveau-là de Shulkin, Peter Shulkin. Donc, c'est ce niveau-là de compétences artistiques, de créativité. Il y a un gros côté David Lynch, moi j'ai trouvé dans le film. Il y a un petit côté Jeunet et Caro, si on veut. Donc, c'est essentiellement surréaliste, fantaisiste, mais avec clairement un propos brillant sur cette société-là qui, de toute évidence, est pas tout à fait en train de s'effondrer, mais où tout le monde se raconte des histoires qui sont pas vraies. C'est ça le cœur du film. Je m'attendais à voir le portrait d'une société qui s'effondre, puis c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, en fait, c'est une société où tout est absolument absurde. La scène la plus connue du film, puis qui illustre très bien ce ton-là, c'est au tout début, okay, juste avant de prendre ce qu'il espère, qui est le train qui va le ramener à Moscou, mais évidemment ça se passera pas comme ça, ben notre héros se ramasse dans un restaurant très très chic. Puis il dit, je suis très pressé, donnez-moi telle affaire, bon. Puis on lui propose, voulez-vous un dessert? Ils sont très réputés. Puis là, notre héros dit, non, je ne veux pas de dessert, merci. Mais, au moment de demander l'addition, on lui présente un dessert et qu'il n'a pas demandé, mais que le chef a insisté pour lui préparer. Et ce dessert, ben, c'est un gâteau, sauf que ce gâteau-là, il a exactement la forme de sa tête. C'est une réplique en gâteau de sa tête, y compris les yeux qui sont là des yeux de verre. Là. C'est très, très troublant. Là. Ça fait très Unheimlich comme image. Puis, évidemment, notre héros est extrêmement troublé. Il trouve pas ça appétissant pour 2 scènes. Puis le serveur lui dit, non, mais vous comprenez pas, là, il faut absolument que vous goûtiez à ce gâteau. Puis là, il coupe une part là, de la tête du gars, tu sais, notre héros, puis il lui présente ça sur une assiette. Vous devez absolument manger un morceau d'une pointe de ce gâteau, là, autrement, le chef qui a mis tout son amour dedans, parce qu'il vous trouve sympathique, le chef va se suicider. Puis là, l'ingénieur, il dit, écoutez, là, j'ai un train à prendre, là, je vais pas manger ça, il n'y a rien à faire. On voit qu'il y a un dilemme intérieur, il essaie de se forcer, là, mais il veut pas, puis on le comprend, là, c'est complètement là, troublant comme image. Là. Moi, j'en mangerais pas, que le gâteau a l'air super bon, faut le dire. Fait que l'ingénieur se lève, puis il dit, non, moi, je m'en vais, puis de fait, bang, il se revire. Le cuisinier vient de se suicider, il s'effondre, puis les autres cuisiniers sont autour, ils le regardent comme avec un air peut-être accusateur, etc. Puis là, c'est là que ça commence à dégénérer. Ça, c'est le début des épisodes surréalistes. Là. L'image du gâteau qui a la forme de la tête de notre héros, puis toute la séquence, en vérité, établit vraiment le ton pour le reste du film, puis met en branle donc l'intrigue qu'on va voir, parce que la police le fait venir, lui dit essentiellement qu'il est obligé de rester en ville, même s'il n'est pas, coupable de quoi que ce soit, mais en même temps, peut-être que c'est un meurtre, peut-être que, puis très vite, ça commence à prendre une direction, ça fait partie, encore une fois, des pistes là, qui sont présentées dans le film. On se demande un peu s'il va pas se voir contraindre à porter le chapeau là, pour le crime, à se faire accuser de meurtre alors qu'il ne l'est pas du tout. Puis on reconnaît encore une fois un peu le genre de cauchemar soviétique qu'on pourrait imaginer. Mais je répète encore une fois que le film prend pas exactement cette direction-là. C'est plus subtil, c'est plus inhabituel, c'est plus inattendu. Puis ce que c'est en vérité, puis ce qu'on va voir, c'est au fil des vignettes qui vont se suivre à partir de là, c'est une sorte d'illustration de comment est-ce que les Soviétiques vivent dans un régime complètement inefficace, plutôt très ennuyeux, où les gens s'imaginent qu'ils sont des rebelles parce qu'ils dansent le rock'n'roll, mais en même temps où c'est plutôt, c'est en bonne partie illusoire, mais tout est illusoire. Puis je pense que c'est ça le cœur du truc, c'est que c'est une société où tout ce que les gens disent par rapport à cette société-là est une vue de l'esprit, puis quelque chose que les gens
disent en sachant que ce n'est pas vrai, mais avec une forme de mauvaise foi qui est celle qu'on reconnaît chez George Orwell, par exemple, en 1984. Là. Où est-ce que c'est pas tant le côté maléfique de Big Brother que le côté je le sais que c'est pas vrai, mais je veux que ça soit vrai, alors je fais comme si c'est le cas. Puis dans le cas de la mauvaise foi, c'est beaucoup pour manipuler quelqu'un. La mauvaise foi, c'est souvent un acte de contrôle ou de domination, de manipulation. Mais ici, vraiment, ce qu'on a, c'est la version entièrement auto-intoxication de ça, finalement. J'ai eu le sentiment, en regardant le film, que je voyais réellement un portrait de ce qu'était l'expérience de la vie quotidienne en Union soviétique. Puis, il y a eu des aspects, j'ai vu des aspects de ça dans Kinshasa, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est une autre comédie de science-fiction dystopique qui est super drôle, super bonne. Le film d'aujourd'hui, je le mentionne, il est vraiment très drôle par moments, terrifiant par moments, mais surtout au début puis vers la fin, très, 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 très rigolo. Là. J'ai ri là, de bon cœur. Il y a des rires francs. Dans Kinshasa, c'est moins intériorisé, c'est moins un reflet de qu'est-ce que c'était réellement au niveau ressenti intérieur, vivre le genre de... pas tant un cauchemar que de rêve absurde, finalement. Puis en Occident, je vais finir là-dessus pour ce premier point-là, mais il y en aurait long à dire, puis on veut revenir un peu en réflexion. En Occident, on a énormément mis l'accent sur le côté dictature tyrannique en Union soviétique. Okay? Parce que c'est ça l'histoire qu'on raconte ici par rapport à ça, parce qu'il fallait démoniser les Russes, parce que c'était les adversaires idéologiques. Mais il y en a de la terreur d'État, puis ça se voit, par exemple, dans War of the Worlds the Next Century, mais ça, c'était en Pologne aussi. Hein? Puis on voit, en comparant ces différents films-là, en Roumanie, en Pologne, que l'exercice, la domination de type régime communiste, là, okay, est différent d'un pays à l'autre, puis même si tous ces pays-là sont sous la chape, la domination de l'URSS en tant que telle, il y a des différences souvent importantes entre la manière dont ça a l'air de s'être exprimé en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie. C'est très différent, en fait, d'un pays à l'autre, tel que ce qu'on peut en voir, l'observer dans les films de science-fiction. Puis en Union soviétique, ben c'est ça. Si vous voulez avoir une bonne idée de à quoi ça devait ressembler, le quotidien... Zéro grade, devrait vous donner... En tout cas, m'a donné à moi... l'impression de comprendre, ah ouais, ça devait, c'est ça, là, ok, comment est-ce qu'on se sent quand on parle à quelqu'un dans la rue puis qui dit quelque chose qui n'a pas d'allure, mais tout le monde dit cette chose-là. Puis, je le connais, ce sentiment-là. Peut-être que vous le connaissez aussi. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est super beau, les images. Je mentionne ça de temps en temps sur les films de science-fiction soviétiques parce que il y a différentes esthétiques qu'on retrouve. Il y a l'esthétique un peu broche à foin qu'on trouve des fois. J'aime énormément L'Hôtel de l'alpiniste mort, okay, un film des 70, là, je pense que c'est estonien ou quelque chose comme ça, basé sur les frères Strugatsky. Ben, c'est un de mes films préférés, mais c'est pas un grand chef-d'œuvre de réalisation esthétique, là. C'est pas ce genre de film-là. Okay? Ben, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ça. La scène à la gare au début, par exemple, la scène au restaurant, il y a toute une longue séquence dans un musée à un moment donné. Je tentais de dire que ça a un côté Peter Greenaway jusqu'à un certain point. C'est moins formaliste que ça, c'est moins travaillé que ça, c'est moins extrême, là, si on veut, comme au niveau du raffinement esthétique que chez Greenaway. Mais il y a quelque chose de ça. Super beau, bien réalisé, atmosphérique, la beauté de films de Terry Gilliam, de la belle époque, là, ce genre de truc. Ben, Terry Gilliam, c'est plus le côté surréaliste, là, si on veut, le côté qu'on a dans le musée, par exemple. C'est super beau, c'est super bien tourné. Le film a été suggéré par l'Union soviétique. C'était leur candidat officiel pour les Oscars comme meilleur film étranger cette année-là. Puis c'est intéressant parce que les Oscars ont refusé le film. Mais il aurait mérité d'être en liste là, comme meilleur film étranger aux Oscars cette année-là. C'est un film de ce niveau-là. En fait, honnêtement, bien meilleur que bien des films candidats là, pour un Oscar.
c'est très très bon. Puis troisième raison pour laquelle c'est bon, rapidement, la musique. J'en parle aussi assez souvent quand c'est justifié. C'est le cas ici. Ça sonne comme un mélange de Tangerine Dream, qui sont dans les meilleurs compositeurs de musique de film des années 70-80, pour ce style de musique-là électronique. Un mélange entre Tangerine Dream et, j'oublie son nom, Artemiev, je pense, mais le gars qui fait la musique des films de Tarkovsky, un maître de la musique de synthétiseur soviétique, c'est un peu ça. Puis il n'y a pas beaucoup de musique, c'est ça qui est intéressant. Ça prend un long moment avant qu'elle apparaisse, cette musique synthétisée-là. Puis je pense que ça prend 40 minutes, quelque chose comme ça, avant qu'on l'entende pour la première fois. C'est très surprenant, en fait. Puis quand ça l'a embarqué, quand on entend les premières notes de ces nappes de synthétiseurs très chaudes, là, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça? » Je l'avais pas vu venir pantoute. Il y a peut-être, je sais pas moi, 5-10 minutes de musique dans tout le film, de musique de synthétiseur, là. Mais quand elle est là, on la remarque. Elle est vraiment très, très, très bonne. Dans le cas du film ici, l'absence de trame sonore est très, très bien employée, en vérité. Dans le sens où, c'est ça, on la remarque d'autant plus quand elle apparaît, et elle est d'autant plus efficace. C'est le cas ici. La musique est très, 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 très cool. Je sais pas s'il y a un album, mais il méritait d'en avoir un. Ça fait que là, socialement, on a un super bon film, super beau, avec la musique excellente, puis intelligent à tous les points de vue. C'est vraiment très, 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 très bon, super beau, puis très drôle, je le mentionne. Ça fait que ça vaut largement le détour. Puis en ce qui concerne ma fameuse réflexion, je vais commencer en disant un truc que j'ai en tête depuis un assez long moment, qui est... on regarde pas le contenu idéologique de ces films-là purement pour des raisons intellectuelles et par détachement scientifique. On fait ça parce que on cherche à voir, entre autres, comment est-ce que l'idéologie fonctionne, puis comment est-ce qu'elle fonctionne chez nous, qui sommes tellement convaincus qu'on est complètement immunisés à ça, parce qu'on est tellement plus intelligent que ça, parce qu'on vit en Occident, où nous, on n'a pas de propagande, n'est-ce pas? Fait que c'est une des raisons. Puis une autre des raisons aussi, puis ça va un petit peu ensemble, c'est que, comme je mentionnais, je suis surpris de voir, par exemple dans le film d'aujourd'hui, à quel point c'est révélateur de plusieurs aspects de la société. Puis j'oserais dire, quoique c'est pas le sujet de la réflexion d'aujourd'hui, c'est pas le sujet principal, mais je le mentionne au passage que tout ce qui est vrai des histoires collectives est vrai des histoires individuelles. Puis plus je travaille, plus je réfléchis sur ces films-là, plus je me rends compte que en regardant les films, je suis en train de voir à la fois un discours individuel et un discours collectif dans le film, que ce discours-là, il est à la fois il est à la fois sincère et il révèle quelque chose, mais en même temps, il cherche à cacher quelque chose. C'est très, très, très fréquent. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un film qui cherche à cacher quelque chose. Puis à beaucoup de points de vue, la plus grande force du film, c'est ça, c'est un film d'une certaine manière entièrement sincère et candide. Puis d'un niveau de sincérité qui est certainement rare dans le cinéma soviétique à ce niveau-là, à ce point-là, j'en ai pas vu beaucoup, mais qui est au moins, sinon encore plus rare, je suis tenté de dire, dans le cinéma occidental, puis dans toute la culture occidentale. Puis, je mentionne tout de suite, je l'ai évoqué tantôt, qu'il y a vraiment toute une série de découvertes qu'on peut faire quand on regarde ces films-là de manière attentive. La première, par exemple, c'est, comme j'ai déjà mentionné plus tôt, c'est que, clairement, l'URSS, tel qu'il était vécu de l'intérieur, ne ressemblait pas du tout à ce que nous, on croyait que c'était. Même quand ils font de la propagande, ce n'est pas la propagande qu'on croit qu'ils font. Puis souvent, il y a une partie de la propagande qu'on ne perçoit même pas, en fait. Là, encore une fois, je parlais de Kinshasa tantôt. Dans Kinshasa, un des personnages se promène avec une bouteille de vinaigre. Alors, on a deux personnes téléportées sur une autre planète, et il y en a un qui a une bouteille de vinaigre avec lui.
Puis dans le scénario à l'origine, c'était supposé être une bouteille d'alcool. Mais le gouvernement soviétique, à cette époque-là, avait décrété qu'il y avait des gros problèmes d'alcoolisme en Union soviétique, ce qui était vrai, et que donc il fallait remplacer l'alcool dans le scénario par du vinaigre pour pas encourager l'alcoolisme. Ben, ça en est du contrôle idéologique, ça, mais vous conviendrez avec moi que c'est probablement pas le genre de contrôle idéologique que vous croyez que c'était. C'est pas le type de censure auquel vous vous attendiez. Puis il y a quand même dans Kinshasa des aspects qui ont l'air fortement critiques, là. Si on veut une forme de bureaucratie ou quelque chose comme ça, peut-être soviétique, mais c'est pas là-dessus qu'ils ont accroché. Mais dans le film d'aujourd'hui, dans Zéro Grade, j'ai rarement eu l'impression de voir autant le reflet, j'oserais dire, de la vie d'un peuple. L'expression de comment est-ce qu'encore une fois, cette collectivité-là vit réellement le genre de trouble intérieur. Trouble intérieur de voir les gens dire des affaires qui n'ont aucun bon sens, puis croire des affaires qui n'ont absolument aucun bon sens, puis se comporter d'une manière totalement absurde, mais où tout le monde a l'air de croire que c'est tout à fait normal, puis où essentiellement, on se fait dire explicitement, c'est le cas de notre personnage dans le film aujourd'hui, il se fait dire de jouer le jeu même s'il sait que c'est pas vrai. Il se fait dire ça par une ou deux personnes, en fait. Puis il essaie d'embarquer autant qu'il peut, puis il y a toute une partie de ça que je reconnais pas du tout parce que c'est complètement différent, puis il y a une partie que je reconnais pas, il y a une partie que je comprends pas, que je perçois juste à moitié. Mais ce sentiment-là d'être entouré dans un monde absurde où les gens croient des affaires qui n'ont aucun bon sens, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, ça je le connais très 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 bien. Puis pourquoi est-ce que je parle tout le temps de trame narrative? Ben c'est un peu pour ça, voyez-vous. Pour vous vendre un punch. Parce que comment ça se fait qu'on a l'air de vivre dans un monde où les gens racontent autant d'histoires qui ont, à mon avis, pas d'allure, là, ok? Puis c'est à gauche, à droite, au centre, là, tout le monde, la TV, là, les journaux, j'oserais dire, les médecins, là, je veux dire, c'est mur à mur, là, c'est extrêmement... c'est la norme, c'est ça. Puis c'est ça, ce sentiment-là de... Ben, je le reconnais. Nous, avec le recul, on voit ça comme le portrait de l'Union soviétique qui s'effondre, ou qui est sur le bord de s'effondrer. Puis avec le recul, historiquement, c'est ça qui est arrivé. Mais eux, en 88, peut-être qu'ils s'en doutent, OK? Mais ils ne savent pas que dans 3-4 ans, tout ça va être fini, là, OK? Que c'est Boris Eltsine, suivi de Poutine, là, qui va arriver au pouvoir, que la mafia russe va devenir les maîtres de l'ex-URSS essentiellement, là. Que leurs armes nucléaires vont être vendues au marché noir 5 ans plus tard, là, OK? Bon, eux, ils savent pas ça. J'ai vu un extrait d'entrevue sur l'IMDb, en fait, là, c'était cité par une personne, donc je n'ai pas lu la source elle-même, là, donc, mais si on présume que l'extrait d'entrevue avec le réalisateur est relativement conforme à ce qu'il avait dit, ben, en gros, ce qu'il disait, c'est que son film n'était pas une illustration de l'Union soviétique spécifiquement, mais de tous les pays, puis peut-être de tous les peuples, certainement tous les pays sur Terre, puis de comment est-ce que tout le monde se raconte des histoires. Okay? Puis ça, certainement, il ne le dit pas tout à fait dans le même sens que moi je le dis, mais c'est ce que moi je crois. Okay? On se raconte des histoires, puis on les croit. C'est ça qu'on fait bien plus que d'autres choses. Puis j'ai mentionné la séquence au musée, c'est ça, il y a un 20 minutes dans le film. Quand on sait que c'est ça, puis on regarde le film avec le recul, c'est beaucoup plus ça, okay, qui se passe dans le film, en vérité. C'est ça, il y a la séquence au musée de 20 minutes à peu près, c'est très long, puis en principe, il ne se passe rien, il n'y a pas d'intrigue, là, okay? C'est juste une succession une visite guidée dans un musée, puis essentiellement, musée de cire, en gros. Puis notre ingénieur est plus ou moins pris là par accident. Puis le gars lui fait faire la visite du musée, la visite guidée à 4 heures le matin, genre. Puis, ah oui, voici les fouilles archéologiques qui montrent que des vétérans de la guerre de Troie ont visité notre ville. OK. Puis là, l'ingénieur, il dit, ouais, mais la guerre de Troie, ils sont pas venus jusqu'ici, on est dans le bord de la Sibérie. Non, on a trouvé un bouclier puis une épée, puis il nous les montre en effet. Fait que, oui, vétérans de la guerre de Troie, puis vous voyez ici, les légions romaines se sont rendues jusqu'ici, voici
Voici un légionnaire qui ressemble beaucoup à notre ingénieur, ce genre de truc-là. Puis bon, voici, ah oui, Staline a passé une nuit ici, puis là, une statue de cire de Staline. Voici le lit où Ivan le Terrible, non, Attila, où Attila a violé une boniche, ou je sais pas trop quoi. Puis toute la visite est comme ça. Ben, lui, il croit ça, puis les gens de la ville ont l'air de croire à ça, mais en même temps, ils y croient, mais de cette étrange forme de croyance où ça se peut pas que les gens croient vraiment ça. Okay? Ils sont convaincus qu'ils y croyaient sincèrement, et donc ils jouent le rôle de gens qui croient entièrement ça. Ils se sont convaincus eux-mêmes que c'était ça, mais on sent quelque part qu'il y a une partie qui n'est pas vraie. Donc, ce que le film présente, dans l'intention du réalisateur, puis c'est ça dans cette séquence-là, au musée, je pense que c'est ce qu'on voit, c'est comment, donc, les gens se convainquent collectivement. Okay? Puis souvent, c'est associé à... C'est très associé à un peuple et ou un État. Là, okay? Il y a des spécificités locales à ça. Ben, c'est ça, se convaincre d'une... j'oserais dire, d'une trame narrative, n'est-ce pas? Il est arrivé tel truc, bon. Moi, c'est ça. Je crois pas que le film est en train de présenter un effondrement pressenti de l'Union soviétique. Ce que je pense qui est arrivé, c'est que l'acte de dire « ceci est un mensonge, ne le voyez-vous pas », même pas un mensonge, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Ceci est un rêve collectif. Ceci est une pure illusion. Donc, ce que j'ai l'impression, en quelque part, qui s'est passé, c'est que il est devenu possible d'exprimer sereinement dans le régime, ici soviétique, que c'était une vue de l'esprit, un délire absurde. Puis, je dis pas que c'est spécifiquement ce film-là, mais en quelque part, l'éveil collectif, okay, même s'il a de l'air d'être très limité ici, là, okay, parce que ce film n'a quand même pas été vu par des centaines de millions de personnes, même à l'époque, même en URSS. Mais l'éveil collectif, le moment où il devient possible dans la culture de dire publiquement, ici avec le soutien de l'État, là, qui a envoyé ce film-là comme représentant de son pays aux Oscars, à l'étranger, chez son pire ennemi. Ben, le moment où il devient possible de dire l'empereur est nu, essentiellement, c'est ça qui fait que le régime s'effondre, essentiellement. Parce que ce n'est que l'histoire collective qui maintient réellement un régime en place. Puis cette histoire-là, oui, elle recouvre un traumatisme, de nombreux traumatismes individuels et collectifs, ça sert à gérer ça, tout ça. Puis il y a la complicité collective, etc. Mais j'ai deux exemples qui me reviennent souvent en tête. Puis là, j'achève là, sur ma réflexion, parce que le cœur de ce que j'ai en train de dire, c'est ça, en gros. C'est que, avec le recul, ce qui nous indique que l'URSS était sur le bord de l'effondrement, c'est qu'il est devenu possible de dire collectivement, de manière non complexée, que le discours collectif et les croyances collectives étaient complètement absurdes. Pas maléfiques, là. Juste n'importe quoi, là. C'est absolument n'importe quoi. C'est cette manière-là d'en parler. C'est les exemples que j'ai en tête. Ben déjà, par exemple, je pense à la fin de la Révolution, la fin de la monarchie en France, hein, qui est les années Louis XV. Puis le film de Tavernier, je pense, là, que la fête commence, là, les années de la Régence, je sais pas comment on appelle, qui sont caractérisées par la débauche totale. Puis je crois que c'est Louis XV qui est célèbre pour la fameuse phrase « Après moi, le déluge ». Puis l'idée, c'est que l'aristocratie française sait que son régime est fini, essentiellement. Okay? Apparemment, si on va voir, j'avais un ami qui était historien de la Révolution française, puis lui me disait qu'on pouvait aller voir des auteurs 100 ans avant, là, essentiellement, là, qui disaient publiquement que le régime était fini. En France, ce que je pense qui arrive, c'est qu'il y a un effondrement narratif. Okay? Donc l'idée que le roi incarne la divinité, peu importe, toutes les histoires que les gens se racontaient pour dire que la monarchie française était digne d'être soutenu ultimement par la volonté populaire, parce que ultimement c'est toujours ça, peu importe si c'est le roi ou le pape. Là, okay. Ben c'est ça. Éventuellement, l'histoire collective que les gens racontent qui fait que la monarchie perdure, le roi est mort, vive le roi, etc.,
Ben, c'est ça, cette histoire-là s'effondre à un moment donné. Il y a un côté où, quand la révolution, finalement, est déclenchée en France, il y a probablement plusieurs personnes qui n'ont pas été surprises du tout, finalement, que ça se produise. J'aurais l'impression, si on allait voir, qu'il y a bien du monde qui sentait que ça s'en venait. Ça se voit, des fois, ce que je suis en train d'exprimer ici, dans certains films soviétiques, là, qu'on croit, l'idée que peut-être le régime est sur le bord de s'effondrer. Mais c'est pas ça qu'on a dans le film ici. Ce qu'on a, c'est plutôt juste la constatation que tout le monde est en train de dire quelque chose qui n'a pas d'allure. Il y a un sketch de Monty Python où est-ce que il y a un promoteur immobilier qui construit des buildings, des gratte-ciel avec des condos, là. Mais en vérité, c'est un hypnotiste, OK? Puis il hypnotise les gens pour les convaincre que le gratte-ciel existe. Puis, parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup moins cher faire ça que construire un vrai... engager des vrais constructeurs, puis payer des vrais matériaux. Fait qu'évidemment, c'est une aubaine, mais le seul truc, évidemment... Puis on a des entrevues dans ce sketch de Monty Python, avec des locataires dans le bloc complètement imaginaire. Puis là, le journaliste demande au journaliste, vous n'avez pas peur que ça s'effondre, vu que c'est complètement un pur produit de votre hypnose? Puis le locataire répond, non, tant qu'on y croit, il n'y a pas de problème. Puis là, oui, mais c'est de l'hypnose, là, c'est pas vrai. Puis là, le locataire commence à se dire, êtes-vous certain? Puis là, évidemment, l'immeuble commence à s'effondrer. Puis là, non, c'est vrai. Puis là, l'immeuble se raffermit. Voilà. C'est ça, le régime capitaliste se maintient parce que peu importe l'absurdité de son histoire, les gens continuent de vouloir y croire. Puis je réfléchissais tantôt, je me disais que c'est un peu normal qu'on soit habitué à ça parce que le régime capitaliste, qui est la même chose que la démocratie, qui est la même chose que l'Empire britannique, là. Okay, je vous vends un punch, là, le régime où on vit. Culture dans laquelle on vit, c'est la culture de l'Empire britannique, qui a été reprise, comme Byzance est devenue la capitale de l'Empire romain, mais les États-Unis sont devenus la capitale de l'Empire britannique. Puis oui, ça s'est reflété par des changements culturels qui sont super intéressants dans les rapports de classe, etc. OK. Mais fondamentalement, le régime dans lequel on vit présentement, c'est barre oblique le capitalisme, barre oblique la démocratie, barre oblique, à beaucoup de points de vue, l'Empire britannique. Que vous soyez en France ou au Vietnam, peu importe, ou au Japon, le cadre narratif structurant, OK, qui détermine les rapports humains entre eux. J'utilise des termes un peu vagues, il faudra aller dans le détail vraiment, là, parce que c'est évident qu'il y a des nuances, mais essentiellement, à mon avis, le monde où on vit, c'est l'Empire britannique. Okay? Puis de la même manière que l'Empire romain, il tombe jamais, il n'y a pas vraiment de chute de l'Empire romain, il se transforme en d'autres choses. Mais il arrive un peu la même chose avec l'Empire britannique. Dans le cas de notre film aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le moment où, collectivement, il devient possible de dire cette histoire-là n'est pas vraie. Puis, moi, ce que je vois dans la société ici, c'est qu'on n'est pas du tout là. C'est qu'on sent que les affaires ne marchent pas. Mais on s'accroche à l'idée que ça peut encore marcher. Si on regarde les deux principaux, si on veut, genres de courants idéologiques qui existent aujourd'hui, là, qui sont des genres d'alternatives politiques, okay? Ben, en gros, on a ce qu'on appelle le wokisme, etc. Puis évidemment, si tu es dans cette tendance-là, le wokisme, tu n'emploies pas ce terme-là, tu es plutôt anticolonial, ou peu importe, mais le discours anticolonial, ça serait un sujet pour notre jour, c'est un sujet important. Le discours anticolonial aujourd'hui est entièrement récupéré par l'instance coloniale. La métropole coloniale a trouvé une manière d'utiliser l'anticolonialisme pour justifier sa domination mondiale. Okay. Ça, c'est ce qui se passe réellement, présentement. Okay. Mais ça, c'est un vaste sujet, puis c'est pour ça qu'il faut regarder parce que ça a l'air gros comme ça, mais si on regarde, c'est ça, les a priori, derrière les mots qui seront employés, les formules, les contextes, etc., c'est ça qui va se passer. Okay. Mais, puis c'est présenté, cette tendance-là, OK, les identités sexuelles, etc., l'obsession sur la couleur de peau, encore une fois, toutes des manifestations qui nous font dire, oui, ça, c'est
un produit de la culture anglo-saxonne, parce que ça vient d'eux en énorme partie. C'est le moteur du mème de la couleur de peau comme étant un truc hyper crucial et important dans la vie humaine. Là. Je sais bien que les Amérindiens en parlent, mais c'est pas dans ce sens-là. OK. C'est bon, fait que, bon, mais en tout cas, il y a le wokisme, okay, ou la gauche anticoloniale, ou cette forme-là de progressisme, si on veut. Puis il y a la grosse droite, là, le MAGA aux États-Unis, ou l'extrême droite, etc., qui incidemment est toujours présenté comme les gros méchants. C'est normal. OK? Normal, parce que oui. OK. Mais en même temps, c'est significatif qu'au niveau médiatique, dans les médias de masse en général, OK, on voit extrêmement rarement des critiques de la tendance progressiste gauche aujourd'hui. Okay. On voit systématiquement des critiques, l'extrême droite identitaire nationaliste, là, OK, c'est toujours l'antéchrist. Okay. Le problème qu'on a, c'est qu'on regarde ces deux positions-là, puis ces deux camps-là, puis il y a des gens sincères et de bonne foi, certainement, chez les progressistes, j'en connais, là. Okay. Il y en a beaucoup, là, des gens sincères et de bonne foi dans le camp soi-disant progressiste, wokiste, ou peu importe comment vous appelez ça. Là. Si vous êtes dans ce camp-là, ben, substituez le mot que vous préférez pour celui que j'emploie. Il y a certainement des gens qui ont l'air d'être de bonne foi à gauche. À droite, c'est plus dur à trouver honnêtement parce que je pense que ce qu'ils expriment, c'est autre chose, puis la bonne foi est moins requise parce qu'ils s'expriment, c'est beaucoup la rage, à mon avis. Mais ils l'expriment d'une manière qui est, encore une fois, complètement conforme à ce que le régime trouve acceptable idéologiquement. C'est-à-dire que le régime dit que la quintessence du mal, c'est le racisme, puis précise le racisme en des termes hyper limités, précis, puis c'est à la fois vague, mais hyper orienté idéologiquement. C'est un discours qui nous est répété nuit et jour depuis des années, le discours sur le racisme et l'antiracisme, puis il n'est pas neutre, ce discours-là. Okay? Puis c'est pas une présentation du racisme en tant que tel, en tant que phénomène social. C'est une manière de prendre des éléments de ce phénomène-là pour en parler d'une manière complètement idéologiquement utile pour le régime. Ça fait que la version courte là-dessus, c'est que les deux principaux camps qui s'opposent soi-disant au capitalisme, okay, donc la grosse droite, puis la gauche soi-disant wokiste, ou appelez ça comme vous voulez, okay, ben, les deux renforcent l'idéologie dominante. Les deux utilisent des concepts qui n'ont de sens que dans le délire collectif du régime. Okay? Le délire collectif qui maintient le régime. Le type de délire collectif qui est dépeint dans le film, mais dans sa version soviétique. Et ce que moi j'essaie de faire, puis ce que je pense qu'il est important de faire, c'est de sortir de cette grille-là. Okay? Puis c'est du sport. Parce que le principe, c'est que les mots qu'on emploie, mais les concepts qu'on utilise pour les comprendre, puis les concepts qu'on utilise pour comprendre ces concepts-là, qu'on utilise pour comprendre ces concepts-là, puis ainsi de suite, là, ben, tout ça est orienté par 200 ans de régime soi-disant démocratique ou capitaliste, ou, à mon avis, ben, c'est ça, hein, impérial britannique, puis anglo-américain, si on veut. Dans le cas du film de Zéro Grade, l'Union soviétique elle-même a proposé son film comme illustration de ce qu'elle pouvait créer de meilleur artistiquement. C'est super intéressant. Je ne vois pas du tout ça. Puis il y a des gens intègres, comme Martin Scorsese, le premier exemple qui me vient en tête très souvent. Ben, c'est un gars sincère et intègre. Et un grand artiste du cinéma, c'est indiscutable. Stanley Kubrick, si on veut, à l'époque, bon, etc. Il y en a, là. Mais le niveau de critique par rapport au discours collectif, non seulement je le vois pas, mais je continue de voir un refus catégorique de l'observer, puis non seulement de la part des Américains, mais aussi de la part de tout le monde qui vit sous le régime américain. C'est-à-dire tout le monde, moi, là, tout le monde, probablement qui regarde la vidéo ici, là.
Si vous n'êtes pas en Russie, justement, ou en Corée du Nord, une place comme ça, vous êtes probablement sous l'emprise. C'est les Américains qui mènent. Là. Puis, je pense qu'on dit rien parce qu'on veut croire que c'est vrai. Puis, je vais finir là-dessus. On peut pas toujours faire ça. Il y a 2 moments où une histoire collective s'effondre essentiellement. Il y a quand la personne s'en rend compte par elle-même. Puis il y a le moment où est-ce que un piano te tombe sous la tête. Là. Puis t'as le choix entre l'un ou l'autre. C'est ça, le deuxième exemple que je l'ai donné, c'est un... Je finis là-dessus. Okay? Quelqu'un qui est en thérapie, apparemment c'est une histoire vraie qui est en thérapie, puis complètement fou. Là. Okay? Puis c'est genre, se prend pour Napoléon et reçoit des messages télépathiques de Mars. Okay? Ce genre-là. Bonjour docteur, on m'a envoyé chez vous parce que vous me reconnaissez Napoléon Bonaparte et je reçois des messages de Mars 3 fois par jour, à tous les jours. Il m'envoie des messages très importants. Ah oui. Puis vous me croyez pas, hein? Ah, non, écoutez, parlez-moi. Bon. Fait que là, notre gars s'assit, puis il se met à parler, puis pendant 5 ans, il fait ça avec son thérapeute, son psychanalyste, peu importe. Oui, mon plan avec la Prusse, tu sais, le canal de Mars, les soucoupes volantes, peu importe. Là. Quoique les soucoupes volantes, moi j'y crois. Là. Les tripodes, si on veut. Le but de l'histoire, c'est qu'après 5 ans, notre fou furieux, au milieu d'une phrase, dit à son psychanalyste, s'interrompt au milieu de sa phrase, puis il dit « Attendez, là, c'est complètement fou ce que je suis en train de dire là. » Puis là, le docteur dit « Oui. » Puis notre fou furieux dit puis ça fait 5 ans que ce que je vous dis est complètement de la folie furieuse. Puis son psychothérapeute dit oui. Puis notre gars, ex-Napoléon, dit merci docteur, je suis guéri. C'est ça qui l'a guéri, il s'en est rendu compte par lui-même. Puis c'est lui, puis il est parti. Puis ce film-là, collectivement, est l'expression d'un tel moment chez les Soviétiques. Et j'attends avec enthousiasme et impatience le moment où on verra la même chose ici. Avant de passer à ma recommandation, comme vous savez, je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Trame narrative. C'est essentiellement une sorte de recueil d'outils pour aider votre processus d'individuation. C'est ma lecture à moi de trucs que j'ai trouvés utiles, etc. Je fais ça parce que ça me semble être une manière d'être utile. Puis aussi parce que j'ai besoin de payer le loyer. Et j'ai un GoFundMe, les liens sont dans la description pour financer ça. Puis j'ai 3 personnes pour l'instant qui ont contribué à mon GoFundMe et le but là, de ce laïus là, sur l'écriture du bouquin et tout le reste, c'est de remercier les 3 personnes pour l'instant qui ont contribué, à savoir Guillaume, Jean et Hannibal. Donc, merci beaucoup. Je mentionne aussi que, bon, si vous voulez soutenir mon travail, si vous trouvez ça utile, il y a des formulaires de dons à gauche puis à droite, là, tout ça c'est dans la description, là, des Patreons, etc. Puis, il y a une chose que je peux faire. Je suis disponible pour de la consultation. J'ai décidé d'offrir de la consultation pour le processus d'individuation. Parce que je suis dedans, puis j'en sais assez pour vous aider, si vous êtes dedans. Et si vous êtes dedans, il y en a des ressources, mais elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Puis, comme je mentionne, mon expérience de la société dans laquelle on vit, c'est qu'à beaucoup de points de vue, elle est plutôt faite pour briser votre individualité que la rendre possible. Elle est plutôt faite pour, c'est ça, vous traumatiser tellement que vous n'oserez jamais être vous-même. Puis le problème avec le phénomène d'individuation, c'est que ça se déclenche d'après Jung, c'est de ça qu'on parle, le truc jungien, ou le truc alchimique, là, mais c'est Jung en parlait en particulier, qui est réputé pour ça.
Ben, quand le phénomène d'individuation se déclenche réellement, déjà on s'en rend pas forcément compte sur le coup, là, puis ça dure un bon grand bout. Mais c'est un peu comme l'éveil spirituel. Là, hein. Puis les deux sont parallèles, là, l'éveil puis l'individuation, mais ils font pas la même chose à mon avis. C'est des trucs complémentaires. Puis un coup que c'est déclenché, ça s'arrête pas. On peut pas l'arrêter. Puis c'est très puissant. Très, 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 très puissant. Puis mon expérience à moi, c'est que peut-être que si vous êtes en train de vivre ça, vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vous comprendre. Il y a une partie de ce travail-là qu'on est obligé de faire soi-même, puis si on ne s'en sort pas, c'est un travail d'individuation. Il y a une partie qu'on peut bénéficier par exemple, de psychologue jungien. Moi, j'en ai pas eu, mais ça existe. Là. Bon, par exemple, il y a des approches. Il y a une partie du travail qui est la guérison de traumatisme. Bon, puis il y a une partie de ce travail-là que ça prend des gens spécialisés dans une partie physique du travail lié à la guérison du traumatisme. Mais tous ces gens-là, il y a une affaire qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce que moi je peux faire. Il y a une forme d'accompagnement que ces gens-là ne peuvent pas vous offrir. Puis moi, je peux vous l'offrir comme quelqu'un qui sait c'est quoi. C'est ça, donc essentiellement coaching en individuation. Je offre une banque d'heures. Écrivez-moi les liens. Encore une fois, je mettrai les liens dans la description pour me contacter. C'est ça. Si vous avez besoin d'aide pour votre processus d'individuation, si vous êtes en processus de guérison de traumatisme, peut-être avec un thérapeute, mais qu'il y a une partie que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, complémentaire à ça, ou si vous avez eu, j'oserais dire, des expériences spirituelles, genre justement type éveil, un certain nombre d'expériences des fois qui sont très, très, très déstabilisantes, ben, il y a des bonnes chances que je puisse vous aider avec ça. Donc, je vous offre ce service. Je vous invite à me contacter si vous croyez que ça pourrait être pour vous. Et en ce qui concerne ma recommandation, je vais être très bref. La recommandation, honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai vu, là, ça se compte en décennies, mais c'est Kafka de Steven Soderbergh. Je le mentionne avant tout parce que le film est complètement oublié de nos jours, ou à toute fin pratique. Personne n'en parle. Puis ça a été un échec commercial, un échec, d'après beaucoup de personnes, un échec plutôt artistique, mais c'est un film, dans mon souvenir en tout cas, qui était visuellement très soigné. On a toujours ça chez Soderbergh. Je suis un grand fan de Soderbergh. Il y a des acteurs hyper cool dans le film. Par exemple, il y a Alec Guinness, Ian Holm, Jeremy Irons. Bon. Puis ce qu'on a dans notre film d'aujourd'hui, notre film soviétique, c'est ce ton-là, c'est le ton kafkaïen. Donc le film s'appelle Kafka, mais c'est pas une adaptation des romans, c'est plutôt une variation sur le thème de l'atmosphère kafkaïenne, un peu comme Naked Lunch de Cronenberg, et pas tant une adaptation du bouquin Naked Lunch que une version cronenbergienne de la sensibilité de William Burroughs jusqu'à un certain point. Puis bon, Naked Lunch, honnêtement, c'est probablement un meilleur film. Puis c'est beaucoup sur le processus créatif que moi j'avais trouvé. Là. C'est ce côté-là qui est super intéressant, Naked Lunch, qui est très très cool. Mais Kafka, que je suis dû pour réécouter, puis apparemment que Soderbergh a ressorti il y a 2 ou 3 ans sous un nouveau montage qui a l'air hyper intéressant. Là. Comment ça s'appelle? Je l'ai noté ici. Monsieur Neff, essentiellement. Donc, il a pris son vieux film puis il l'a complètement remonté pour en faire un nouveau film. Ça a l'air super cool. C'est dans un coffret, apparemment, qu'on peut trouver ça. Je suis très curieux de le voir. Mais je le mentionne surtout, encore une fois, parce que le film est oublié puis mérite d'être vu puis partage ce genre de sensibilité-là. Puis c'est une curiosité, mais une curiosité qui vaut le détour, à mon avis, qui vaut la peine de le déterrer. Puis en ce qui concerne notre film d'aujourd'hui, le 0 grade, pourquoi c'est bon? Parce que c'est drôle, c'est brillant, c'est visuellement splendide, la musique est superbe et c'est l'expression sincère et véritable du désarroi d'un individu par rapport à la société où il vit.